Bonjour à tous nos amis Facebook. Je rappelle que si vous posez des questions sur Facebook, je ne peux pas les voir, mais on va essayer de les rebasculer pour que je puisse les poser à Stéphanie à la fin de la rencontre. Donc ne vous étonnez pas si vous n'avez pas de réponse en direct. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas encore ce don de me démultiplier. Peut-être un jour, je ne sais pas, avec la technologie, mais pas encore. Donc on ne va pas tarder à y aller, si vous êtes prêts. On est prêt. Générique, début et tout. On n'entend rien. Mais... Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette 78e rencontre Un endroit où aller, où nous avons la joie de retrouver Stéphanie Hochet, que nous avions reçue le 17 avril pour la première rencontre Un endroit où aller. Donc, nous sommes vraiment ravis de te retrouver. Ce soir, c'est une spéciale parcours d'auteur. On va revenir sur tout ton parcours. Et pour t'interroger, nous avons aussi la joie d'avoir Jean-Luc Aubarbier, qui est libraire et auteur à Sarlat. Donc, avant de vous laisser converser sur tout ton parcours, je vais rappeler aux participants qui peuvent poser des questions via le chat en appuyant sur converser et je me ferai un plaisir de revenir à la fin pour te poser des questions, Stéphanie. Je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Merci. Et bonjour à tous. Jean-Luc, je crois que c'est... Bonjour, je crois que nous sommes en ligne. Très bien. Bonjour à toutes et à tous également. Donc, je vais lancer une première question. On se tutoie, je crois, parce que comme on se connaît, oui, on se connaît depuis longtemps. On ne peut pas se connaître comme à la télévision, on va se tutoyer. Donc, Stéphanie, j'ai le plaisir de lire, je crois que j'ai lu tous tes romans depuis Je ne connais pas ma force, je crois que c'était en 2007 par là, de mémoire. Hein. Donc, je connais assez bien, je pense, ce que tu fais. Et la première image que j'ai de ton écriture, je dirais tu es un auteur erratique, au sens où l'on parle des oiseaux erratiques, ce n'est pas péjoratif, de ces oiseaux qui vont de ci, de là. Et c'est vrai que tu as une manière de traiter les sujets les plus divers, les plus surprenants. Tu as des livres qui sont des romans américains, hein, celui qui s'appelait le Combat de l'amour et de la faim, parce que faisait très Steinbeck ou Caldwell. Tu as des romans très anglais, bon, qui s'appelle un roman anglais d'ailleurs, très Edward Todd, etc. Là, dans le Pacifique, alors, on parlera plus en détail ensuite, c'est vraiment quelque chose qui on part dans l'extrême-orient, avec une plongée dans cette culture japonaise. Donc, je dirais, est-ce que tu te laisses guider par des désirs, parce que tu as une ligne de travail, parce que si on prend dans tous tes écrits, les 10 derniers romans, vraiment on se promène beaucoup chez divers éditeurs d'une part, mais je crois que maintenant tu es bien hébergé chez Rivage, oui. Et en même temps j'ai des différents thèmes. Je te laisse parler. Oui. Alors non, j'ai pas de plan sur les prochains romans et c'est difficile pour moi de dire s'il y a un point commun même entre tous les livres, mais tout ce que je sais, c'est que je cherche en fait à ne jamais refaire le même livre. Donc je prends ce risque-là de faire quelque chose de très différent du précédent, justement surtout s'il a marché. Mais et j'ai toujours envie de faire des livres qui n'ont rien à voir avec le précédent, et en même temps je pense que mes obsessions on peut les retrouver dans tel ou tel livre, mais moi j'ai l'impression que en fait la littérature c'est de l'exploration, donc j'explore les États du Sud au moment de la ségrégation aux États-Unis. J'explore là la particularité des kamikazes japonais en 1945. En fait, je me permets de me payer mon voyage littéraire et me le payer cher, c'est-à-dire voilà, de faire le grand voyage. Pour moi, la littérature, c'est la possibilité toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mon ordinateur et j'ai mon envie d'écrire sur un sujet, je ne me le refuse pas. Et puis, je ne sais pas si on devra chercher les points communs, mais de toute façon, moi j'ai envie de dire, la seule chose qui revient, c'est mon envie de faire absolument tout ce qui me
pas tout ce qui me passe par la tête, mais en fait d'aller vers les livres que j'aimerais lire, tout simplement. En fait, je tente d'écrire un livre que j'aimerais lire. Voilà. C'est une bonne réponse, je crois. Moi, il y a un point commun que je vois dans, je dirais pas forcément tous tes romans, mais dans la plupart, peut-être parce que j'ai commencé par celui-là, c'est le thème de la force. Quelque part, c'est un thème qui revient régulièrement. Les personnages, je dirais, ont besoin, on le verra dans Pacifique, encore une fois, quand on va en parler plus en détail, mais on voit celui qui a besoin de se renforcer, c'est presque on dirait presque un héros de film en définitive, qui a comme les personnes extraordinaires qui ont besoin de prendre de la force. Et on le voit dans le premier, dont je ne connais pas la force, on le voit dans celui que tu avais sorti, l'animal, son biographe, si tu veux, il y a tout un travail sur la force, l'animalité, le côté, mais l'animalité, c'est pas un petit animal, quoi. On est sur le roc, c'est la grosse bête, quoi. Je pense que tu as une sorte, je dis obsession, je ne sais pas si le mot est fort, mais en tout cas de réflexion ou de recherche sur le thème de la force, sur la force physique, la force morale. On le voit vraiment, enfin moi je le vois à travers tes romans. Alors, sûrement, déjà parce que beaucoup des personnages dont je parle sont adolescents, donc on va dire que la recherche de la force, c'est-à-dire est-ce que j'existe fortement, comment est-ce que j'existe en tant qu'individu, ça se fait aussi par cette recherche-là, et je pense que ce qui est important aussi pour moi, c'est d'essayer de décrire en fait ce qu'on subit en tant qu'individu, c'est-à-dire la force extérieure, par exemple, la force d'une société. En l'occurrence, c'est la société japonaise dans Pacifique, mais la force parfois d'une famille contre un individu. Je me dis que ce qui est intéressant en littérature, c'est de toujours parler de l'individu, parfois qui s'oppose à la société, qui s'oppose à sa famille. Et ça demande une lutte en fait. Exister, c'est toujours lutter. Exister en tant que personne particulière, on voit ça à l'adolescence, c'est toujours c'est s'opposer à son entourage, même si ça peut être caricatural au début, mais c'est important de pouvoir dire non, c'est important de s'opposer. Ça demande cette énergie-là. Et oui, je vois beaucoup de mes personnages comme des personnages un peu en rébellion contre un système. La société anglaise pour mon personnage d'un roman anglais, cette société figée, cette société patriarcale, bourgeoise, et puis dans Pacifique, c'est évidemment la société des généraux qui vont forcer le jeune pilote Isao Kaneda à commettre une action suicide. Dans Combat de l'amour et de la faim, ça va être on va dire l'éducation d'un jeune homme, l'éducation raciste qu'un jeune homme a reçue, qui va déterminer sa vie et qui en même temps va le troubler au point qu'il va remettre en doute ses certitudes. Donc je crois que ça fonctionne comme ça, mais c'est une très bonne remarque. Oui, moi, ça m'a frappé à travers. Et voilà, un petit peu, ça fait penser à la philosophie de Nietzsche, quoi, qui est faite toujours d'opposition de force, et les choses ne progressent que par opposition de force. Et j'ai l'impression que dans tes romans, l'intrigue progresse comme ça, et les personnages se construisent comme ça. C'est systématiquement, quoi. C'est un point que j'ai. C'est très juste. Je pense que voilà, c'est quelque chose sans doute qui revient presque systématiquement dans chacun de mes livres. Mais je pense que l'histoire littéraire est faite de ça, c'est-à-dire c'est l'histoire des individus face au monde, en fait, face aux certitudes qu'on voudrait avoir, que les gens ont sur eux, etc., aux certitudes qu'eux-mêmes peuvent avoir sur eux-mêmes, ou profondément. Il suffit de prendre Camus. Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours un contre les autres, en fait. Si nous venons maintenant à Pacifique, donc le petit dernier que j'ai dévoré, que j'ai beaucoup apprécié, je crois que les lecteurs sont tous très, très, très contents de découvrir ce nouveau roman, Pacifique aux éditions Rivage. La première idée que j'ai eue, je sais que nous avons été nombreux, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ont les romanciers français d'être obsédés par les chasseurs zéro et par les kamikazes japonais? Parce que je pensais tout de suite à Pascal Rose, même si l'histoire est complètement différente, mais Pascal Rose, le chasseur zéro, prix Goncourt, c'était en 96, je crois, dont on se souvient, parce que c'était un premier roman très étonnant. Et là, j'ai dit, Stéphanie Hochet, Pacifique, une histoire de kamikazes, une histoire d'avion, d'aviateurs. Comment cette idée est-elle venue? Est-ce que c'est quelque chose qui te travaillait depuis longtemps, ou es-tu arrivé sur le kamikaze japonais?
Il y a plusieurs années, en fait, j'ai commencé à écrire ce texte il y a un peu plus de 4 ans. Euh, J'aurais du mal à dire pourquoi j'ai eu envie, mais je sais qu'en voyant certains reportages, j'ai été vraiment frappée par ces jeunes gens, en fait. Dans un premier temps, évidemment, comme tout le monde, je pensais que c'était des fanatiques, comme on a aujourd'hui des terroristes fanatiques, mais les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça. Et voilà, je découvrais ces jeunes gens qui étaient forcés de partir, qui avaient parfaitement compris que la guerre était perdue, surtout en 1945. Hein. Et je trouvais que ce destin était à la fois tragique et nécessaire, peut-être, potentiellement très littéraire en tout cas. Et quand j'ai décidé de m'y intéresser de près, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le vocabulaire en fait qui les entoure. C'est qu'ils sont appelés des fleurs de cerisier eux-mêmes parce qu'ils sont de jeunes gens qui vont tomber au paroxysme de leur jeunesse et de leur beauté, c'est-à-dire comme les fleurs de cerisier qui tombent au moment où elles sont au plus fort de leur beauté et au plus haut de leur beauté. Et il y avait ce terme-là, il y avait le terme que j'ai découvert de chrysanthème flottant. Voilà, c'est comme ça que l'armée japonaise appelle ces soldats qui jettent leur avion alors qu'ils sont dedans sur des porte-avions. Et donc le remous de la mer autour du bateau, ça évoque le chrysanthème qui flotterait sur un lac ou quelque chose comme ça. En fait, ces images étaient tellement belles et la réalité décrite derrière est tellement horrible et tellement violente que je trouvais ça en fait à la fois beau, à la fois étrange, à la fois voilà. En fait, je trouvais qu'il fallait vraiment écrire quelque chose là-dessus parce que c'était très tentant pour un écrivain. Quand on nous donne des termes pareils, je me souviens d'avoir découvert que Hirohito avait salué les premiers kikusui, donc les premiers chrysanthèmes flottants, les premiers kamikazes. Il les avait salués en disant qu'ils étaient des étoiles tombées du ciel. Je pense qu'aucune civilisation ne parle avec un langage aussi fleuri, aussi poétique, d'actes absolument monstrueux en fait. Parce que demander à quelqu'un de se suicider, c'est quand même le comble de la perversité quand même. Et enfin voilà, cette histoire, elle était très très intrigante. Et puis je suis toujours un petit peu obsédée par ces histoires de jeunes gens qui sont sacrifiés. J'avais parlé de jeunes gens pendant la Première Guerre mondiale avec un roman anglais, mais je me dis que ces sociétés qui sont capables d'envoyer leurs jeunes au casse-pipe, c'est quand même des sociétés d'une perversité et en fait, c'est des sociétés malades. Et notre société a été une société malade, peut-être qu'elle l'est encore un peu aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai aussi c'est que en fait, ce roman n'est pas violent au sens, c'est pas vraiment, alors que les choses sont violentes en soi, bien entendu, mais on est beaucoup à l'intérieur du personnage, donc qui est le narrateur, hein, qui s'appelle Isao Kaneda, qui est ce jeune aviateur, et c'est vrai il y a cette extraordinaire poésie qui met beaucoup de douceur. En fait, Pacifique, c'est un roman qui se passe pendant la guerre, on peut dire essentiellement, qui décrit une mission kamikaze, donc qui n'est pas quelque chose de très drôle. Et effectivement, cette poésie qui est dans la culture japonaise donne énormément de douceur. Et lui-même, le personnage d'Isao Kaneda, c'est un adolescent plutôt fragile, quoi. En fait, c'est pas le monstre de virilité, c'est pas le guerrier. Non, il est plutôt fragile. Il ne cache pas d'ailleurs qu'il a son angoisse avant de faire la mission. C'est pas. Alors, on n'est pas du tout dans le fanatisme, en fait. On est vraiment dans un travail éducatif qui l'amène à faire quelque chose. Ça, je trouvais ça tout à fait passionnant, effectivement, de cette rentrée dans la tête de ce jeune, sans tomber du tout ni dans la violence qui est naturelle à la guerre, et ça on en a vu beaucoup, ni effectivement dans l'idéologie fanatique. Il est plutôt formaté qu'autre chose, il est plus formaté que fanatique en fait. Il est éduqué, en fait, je crois. Le travail d'éducation est très important aussi. Il a été éduqué comme ça, il a quand même adopté une certaine idéologie, celle d'accepter en tout cas le sacrifice pour sauver des vies japonaises, pour sauver son pays et pour sauver l'empereur. Il est tout à fait partant. Mais évidemment, je ne voulais pas en faire une tête brûlée. Pour moi, ça n'aurait eu aucun intérêt littéraire. Et puis, je n'aurais pas pu me rapprocher de lui parce que ces personnes-là me semblent pas intéressantes, en fait.
Et il est comme ont été certains jeunes pilotes, c'est-à-dire qu'il a effectivement beaucoup d'angoisse, il est terrorisé, et puis aussi il a compris que en fait, le sacrifice, là on est en avril 1945, son sacrifice ne va pas servir à quelque chose. Son sacrifice est voué à l'échec. Donc là, il est quand même acculé à quelque chose. Enfin, c'est une incapacité de penser son geste, puisque si ce sacrifice ne sert à rien, à quoi bon partir? Mais pourtant, il n'a pas le choix. Donc là, je trouvais que en fait, c'était quelque chose que ces jeunes gens ont forcément vécu. Quand on lit, par exemple, les lettres qu'ils ont envoyées à leurs parents juste avant de partir, c'est des lettres qui sont des lettres à la fois tendres et bouleversées. On sent que voilà, ils ont parfaitement compris que tout ça était laid, en fait, que ça allait servir à rien. Enfin, et c'était en fait c'est un point parfaitement tragique. Et c'est vrai que mon personnage, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation assez exigeante, qui vient d'un bon milieu, donc qui a pu avoir cette éducation-là, qui a pu s'ouvrir sur les autres, qui a pu s'ouvrir sur l'Occident aussi, par la culture occidentale, puisque là, on est juste après l'ère Meiji. Sa grand-mère a vécu sous l'ère Meiji, et donc elle va lui donner un précepteur qui connaît vraiment beaucoup de cultures, la culture japonaise, mais aussi la culture occidentale, la littérature anglaise, avec Shakespeare, etc. Donc c'est des éducations qu'on peut trouver à l'époque, parce que le Japon, à l'époque Meiji, donc au 19e siècle, c'était vraiment ouvert, en fait, culturellement, c'était ouvert à l'Occident. Et donc voilà, ce ne sont pas uniquement des fous furieux ravis de devenir samouraï du ciel et d'entrer dans une espèce enfin, pas de paradis, parce qu'ils ne croient pas ni au paradis ni à l'enfer, mais dans une espèce de monde où ils seraient entourés des plus grands guerriers qui se sont sacrifiés. Enfin, là, c'est quelqu'un qui, c'est presque un malgré nous, quoi, comme on a vu en Alsace un petit peu, quoi, ces jeunes gens qui étaient forcés de partir, en fait, forcés de se battre pour l'armée nazie, en fait. Ce qui est très développé dans ton livre aussi, c'est cette ritualisation de la vie, et militaire et japonaise en général. D'ailleurs, à cette époque-là, je ne sais pas comment elle est aujourd'hui, je connais mal le Japon, mais effectivement, on voit qu'il y a l'éducation qu'il reçoit, et puis il y a tout ce qui est autour de lui, cette vie où tout est pratiquement prévu à l'avance. Donc en fait, il n'a pas de liberté, alors qu'il a la culture qui lui permettrait de dire non, de dire je veux autre chose, de dire je ne suis pas d'accord. Mais toute cette vie ritualisée autour de lui, qui est, alors, je ne sais pas s'il faut dire religieux, parce que la religion au Japon, c'est très différent de l'idée qu'on en a en France, mais cette vie très très ritualisée l'amène effectivement à de toute façon à aller là où il doit aller, là où il est censé aller. Oui, il est assez obéissant, en fait, depuis qu'il est petit. De toute façon, c'est dans la culture japonaise, et c'est une culture faite sur l'obéissance quand même, basée sur l'obéissance des plus jeunes. Voilà, on pourrait parler du shintoïsme ou du bouddhisme ou du confucianisme, qui rappelle que voilà, les aînés sont très importants, qu'il faut obéir à ses aînés, etc. Donc on est dans une société très hiérarchisée. En plus, on est dans l'armée, donc là, en plus, dans une armée fasciste, donc il n'a aucun pouvoir de dire non. Et la rébellion était extrêmement rare, mais d'une certaine façon, le suicide, c'est une forme de rébellion aussi, donc voilà, c'est une société qui s'est aussi fondée sur le suicide, suicide ritualisé, effectivement, dès le Moyen-Âge, avec le seppuku. Donc, l'armée joue avec des idées un petit peu comme ça, des idées qui sont plus de la même époque, parce que les samouraïs n'existent plus au XXe siècle. Il est hors de question de penser qu'on est encore dans une époque, l'ère d'Edo, etc., au XVIIIe siècle, c'est un autre temps. Mais l'armée fait en sorte de rappeler ces idées-là un petit peu, pour mobiliser un peu ses troupes, c'est-à-dire que voilà, on parle encore de samouraïs, ce sont des samouraïs des airs, etc. Et du coup, on joue sur une corde assez sensible. Et lui-même, il a été éduqué par une grand-mère qui était assez exigeante, qui était elle-même descendante de samouraïs et qui attendait vraiment une sorte
pas de sacrifice, mais en fait, une sorte, attendait qu'il fasse ses preuves, en tout cas, en tant que guerrier. Et voilà, donc les guerriers japonais sont beaucoup plus attirés, entre guillemets, par la mort que par la vie. Il est dit dans le Hagakure qu'il faut préférer la mort à la vie, ou qu'il faut préférer, en tout cas, hein, il est plus facile, en fait, il est plus honorable de donner sa vie que de donner sa vie pour son maître que de tuer un ennemi. Donc voilà, c'est très très particulier et on sent bien que l'armée utilise ce genre de référence en fait. C'est le Bushido réécrit par le fascisme japonais en fait, qui a été un petit peu retravaillé, comme le christianisme a été retravaillé par le nazisme en Europe à peu près à la même époque et un peu dans la même manière en définitive. Mais la culture japonaise transparaît. Quoi. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'en fait, ce jeune Isao Kaneda, j'ai l'impression, effectivement, est-ce qu'on arrive vraiment à le connaître lui-même? Il est tellement plié derrière les rites de son pays, derrière les ordres de son pays. Je trouve qu'on a, mais c'est pas ça fait partie de l'intérêt du roman. On a vraiment, j'avais comparé ça aux Confessions d'un masque de Mishima, qui était lui aussi un auteur d'abord que j'aime beaucoup et ensuite qui est obsédé par cette époque-là et qui s'est suicidé lui aussi. Et je crois que vraiment on a l'impression qu'il y a toujours des masques, une série de masques à enlever pour arriver à atteindre ce jeune homme. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce qu'il aime vraiment? Qu'est-ce qu'il en dehors de sa société? Je dirais, qu'est-ce qu'il est? Lui, on a l'impression que son individu n'existe pas, ce qui pour un occidental est extrêmement dérangeant. Oui. Effectivement, il va devoir enlever beaucoup de masques, mais bon, ça je laisse les lecteurs découvrir la troisième partie. Bon, on peut lui pardonner parce qu'il est quand même très jeune et il a eu une éducation très stricte, etc. Donc c'est difficile d'exister vraiment en tant que personne, en tant qu'individu, quand on a été élevé comme ça, quand on a été dans une école militaire très tôt, à l'adolescence, quand on entre dans des écoles de pilotes de chasse, quand l'armée est une armée fasciste, etc., c'est difficile d'avoir vraiment une personnalité, je pense. Donc, si un soldat désobéit, on sait qu'il lui arrive vraiment des grosses misères. C'est des jeunes gens qui se prenaient des coups s'ils faisaient un exercice, par exemple, où on pouvait les mettre au trou pendant un certain temps s'ils tombaient lors d'une course d'entraînement ou des choses comme ça. Enfin, c'est quand même d'une très, très grande violence. Donc, c'est difficile d'exister quand il y a une telle pression. Et c'est pour ça que, pour moi, la troisième partie a été presque une réjouissance et une libération, parce que autant la première était, on va dire, très martiale, et en même temps, j'ai adoré me sentir embarquée dans cette guerre et avec ce décor de guerre, avec ces bombardements, avec Tokyo bombardé juste avant, voilà, c'était exaltant à écrire parce que voilà, il faut connaître ces guerres. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai apprécié ce moment où il arrive sur cette île et là on entre dans un nouveau monde, on entre dans une réalité beaucoup plus vivante, dans une interaction avec les autres beaucoup plus intéressante. Mais c'est vrai qu'effectivement tous ces masques il faut les enlever. Mishima évidemment est hyper important parce que j'ai évidemment pensé à lui, et puis c'est un personnage qui est très intéressant, parce que moi je dis que c'est un personnage parce que c'est à la fois un écrivain, mais c'est aussi un personnage parce qu'il est tellement étrange. Je veux dire, sa biographie est tellement étrange quand même. Je veux dire, il a quand même failli entrer dans l'armée japonaise. Il est contemporain de mon personnage. Il a failli entrer dans l'armée japonaise, mais il avait une bronchite. Ils ont cru que c'était de la tuberculose. Donc en fait, il a raté le coche, Mishima. Et tout ça pour quelques dizaines d'années après se faire seppuku en exigeant que l'empereur récupère tous ses droits et que l'empire redevienne l'empire du soleil levant comme avant-guerre. Donc en fait, on voit que ça c'était décrit par en l'occurrence un chercheur qui s'appelle Maurice Pinguet, que juste après la guerre, dans les années 50, il y a eu une vague de suicides de jeunes gens. Donc,
et c'est pas quelque chose qu'on voyait régulièrement avant ou qu'on a vu après. Mais dans les années 50, beaucoup de jeunes gens se sont suicidés, comme si en fait ils avaient raté leur sacrifice kamikaze et qu'ils devaient quelque part le réussir. Enfin, ça c'est mon interprétation, mais n'empêche que c'est quand même très très étrange. Donc, et Mishima m'a fasciné non seulement par son écriture, par son côté très visionnaire, par l'érotisation de la mort, puisque c'est quelqu'un qui entremêle systématiquement la mort et l'érotisme, en fait, et surtout dans Confession d'un masque, où il raconte que voilà, ses premiers émois amoureux, c'était d'imaginer Saint Sébastien souffrant, le martyr, d'imaginer un jeune homme à l'agonie, imaginer un jeune homme qui était en sang, etc. Donc c'est effectivement quelqu'un de très très important dans mon imaginaire. Oui, moi, j'ai pensé à lui, je pense à Kawabata, Les Belles Endormies, effectivement, tout ça. Oui. Qui est également sur le thème de la guerre, du départ à la guerre. Enfin, ce sont des livres magnifiques. Oui, mais Kawabata aussi est un auteur que j'ai lu et que j'ai aimé, et qui est peut-être beaucoup plus japonais que Mishima. Mishima, on sent qu'il a beaucoup intégré la littérature occidentale. Ça se sent quand on le lit. Ce qui fait que ça nous semble plus facile aussi, parce que Kawabata a quelque chose de beaucoup plus hermétique, beaucoup plus japonais, en fait, selon moi. Voilà. Tout à fait. Et je finirai peut-être sur cette question-là en disant, voilà, on ne va pas spoiler la fin, on ne va pas divulgacher, on dit maintenant en mauvais français, la fin du roman, bien sûr, il faut que les lecteurs doivent la découvrir, mais c'est vrai que on a l'impression, sachant que la société japonaise est très très proche de la nature, beaucoup plus que les Occidentaux là aussi, on a l'impression que le voyage donc, de ce jeune Kaneda, je ne sais pas si ça l'amène de sa culture à la nature ou si ça l'amène de sa culture à un retour sur sa propre culture. C'est un peu la question que je me suis posée, parce que on peut le lire dans les deux sens, à mon avis. Voilà, ça peut s'en raconter vraiment à la fin. Donc, on peut vraiment se poser la question si c'est un retour à la culture japonaise, un retour au Japon éternel ou à la nature tout court, qui est ce qu'elle est, sans jugement de bien et de mal, j'ai envie de dire les deux, parce que moi, je me suis intéressée au bouddhisme, et le bouddhisme intègre totalement l'idée que l'homme est un individu dans la nature parmi les autres. En fait, il n'est pas au sommet de l'ordre des vivants. Et là, effectivement, mon personnage va pouvoir plonger dans une nature. Le bouddhisme encourage ça quand même. Donc c'est on va dire une philosophie qui a beaucoup marqué le pays pendant des siècles. Il y a plusieurs sortes de bouddhisme, mais c'est une philosophie qui est quand même très très importante et qui marque le pays. Donc moi ça me réjouit totalement, parce que personnellement je me retrouve là-dedans. Je trouve que c'est totalement magnifique de pouvoir penser qu'on est intégré à la nature, qu'on fait partie de cet univers, qu'on fait partie du cosmos, comme les arbres, comme les animaux, etc. Donc c'est effectivement une partie de la culture japonaise aussi. Donc c'est très, c'est même encore plus shintoïste, comme vous dites, dans ce domaine-là. Oui, les deux, mais les deux se rejoignent en fait. Enfin, c'est un mélange des deux. Il y a aussi le Shingon, une fois qu'il passe dans des cascades, etc. Il y a se faire partie du grand tout. En fait, il y a beaucoup de styles de pensée qui ont traversé le pays et qui ont marqué, et ils en ont fait quelque chose de personnel aussi. Donc c'est vrai que ça fait de ce livre, je dis que c'est un hymne à la vie, un livre assez lumineux sur un sujet sombre, c'est un peu un hymne à la vie. Et c'est vrai par contre qu'il y a sur ce problème pour un occidental, et moi c'est que je me le pose parce que je suis aussi très attiré par ce côté nature, par l'homme dans la nature, parce que c'est une réalité, mais en même temps c'est que cette nature ignore la morale, il n'y a pas de bien, il n'y a pas tout n'est bien, rien n'est mal. Tout est harmonieux. Les lecteurs c'est très discutable, je dirais, en soi. Au-delà du bien et du mal. Tout à fait. Encore une fois, on revient à Nietzsche. Oui, c'est ça. On laissera découvrir, je pense, la fin du livre. On va
pas d'où les ouais. Moi, je voudrais juste reprendre la main parce que j'aimerais bien qu'on revienne, si vous le permettez, sur le parcours de Stéphanie. Parce que je crois qu'il est quasiment inexistant quand on cherche d'où vient Stéphanie, on ne trouve rien. À part savoir, moi, on va quitter le Japon, on va repartir en Grande-Bretagne, si tu veux bien. Je crois savoir que tu as enseigné en Angleterre. Je voudrais que tu nous racontes un peu ton parcours parce qu'il y a plein de questions en ce sens-là. D'où viens-tu et comment as-tu décidé un jour de publier, d'écrire et de publier et à quel âge, si tu veux bien répondre à ça. Donc, ok, petit retour sur ma bio. J'ai grandi en banlieue parisienne, en Antony. J'ai fait des études d'anglais. Après avoir beaucoup hésité, j'ai fait des études de littérature anglaise. Et un jour, j'ai découvert l'Écosse, en fait. Et j'ai tellement aimé que j'ai voulu absolument y retourner. J'ai tout fait pour obtenir un poste via mon université pour enseigner là-bas. Alors, j'enseignais le français dans plusieurs lycées de Glasgow. J'étais à Glasgow et j'ai vécu une année absolument folle qui m'a formée totalement et qui a été traumatisante aussi. Et je suis rentrée finalement au bout d'un an. J'ai enseigné l'anglais, en l'occurrence pour la Croix-Rouge en fait, à des adultes. C'était dans le 91 à l'époque. Voilà, j'ai continué là-dessus. Je pensais que j'allais devenir prof et finalement j'ai senti que la vocation ne m'avait pas appelée. Donc j'ai préféré, en fait, comme j'avais commencé à écrire des textes qui étaient plutôt des textes courts, des poèmes, j'ai continué. Je me suis dit que j'allais prendre ce risque-là. Voilà, et j'ai publié mon premier roman en 2001, après avoir essuyé un refus pour le précédent, et c'était très bien. Voilà. Et puis les choses se sont enclenchées comme ça, même si franchement c'était pas facile parce que les gens ont pu voir peut-être dans ma bio que j'ai changé souvent d'éditeur. De fait, c'était pas mon choix en fait. J'ai eu du mal à trouver l'éditeur qui me convenait. Donc avec Émilie Colombani chez Rivage, c'est parfait, c'est parfait. J'espère que ça durera. Mais voilà, j'ai trouvé c'était. Moi, je pense que j'ai eu des débuts chaotiques en tant qu'auteur. Voilà, j'ai eu des manuscrits refusés, j'ai eu des éditeurs qui voulaient plus de moi, etc. Donc, et ça a duré un certain moment. Hein. C'était très traumatisant. Et puis voilà, et puis j'en suis sortie. J'ai continué à écrire. Finalement, si on continue à écrire après tout ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, en fait. Et justement, tu as envoyé ton manuscrit par la poste ou Ouais. tu l'as porté ouais, par la poste? Non, mais on m'avait parlé de quelqu'un chez Robert Laffont, d'intelligent. Voilà, je lui ai envoyé. Bon, il se trouve qu'il l'a lu à ce moment-là. Et puis voilà, c'était Leonello Brandolini, éditeur à l'époque, éditeur vénitien en fait, enfin éditeur d'origine vénitienne, même pas d'origine. Quand tu parles de début chaotique, c'est-à-dire chaotique, c'était compliqué pour toi? Ça veut dire quoi exactement? En fait, non, mais enfin, je trouvais que c'était pas. Voilà, le fait de changer plusieurs fois de maison d'édition, c'est pas confortable. Ça, on connaît pas les gens. Voilà, quand on arrive, voilà. Si l'éditeur n'est pas quelqu'un qui veut vraiment vous suivre longtemps, c'est un peu perturbant, quoi. Et est-ce que ça t'a déstabilisé dans ton écriture? À l'écriture, non. En fait, ça m'a déstabilisé moi, mais voilà, après, j'en suis sortie de tout ça. Mais on va dire que j'ai retrouvé le moral. En fait, mais l'écriture, ça n'a aucun impact sur mon écriture. Quoique, peut-être que si on vit des choses vraiment très sombres, on a envie d'écrire des choses très sombres. Alors. Et c'est marrant parce que ces derniers temps, en fait, je n'avais pas écrit depuis, on va dire, assez longtemps, depuis Pacifique, justement, et un éloge animalier qui viendra en 2021. Et en fait, je ne parvenais plus à écrire et j'ai hésité entre deux manuscrits, on va dire un lumineux, on va dire, et un sombre. Enfin, si on fait schématiquement. Donc, peut-être que si on vit quelque chose d'extrêmement difficile, on va peut-être plus facilement aller vers la part sombre de soi, voilà, sachant que le manuscrit lumineux sera forcément un peu sombre. Je veux dire, il faut jouer de la distribution des lumières, comme j'ai
appelé un de mes livres, mais il faut jouer des clairs-obscurs en littérature, je pense. Mais, est-ce que tu penses que ça venait pas du fait que tu n'écris pas toujours le même livre? oui, de toute façon, enfin, je pense que écrire un roman doit être une prise de risque. Voilà. Je pense que si on est confortablement installé, qu'on dit, bon, bah voilà, j'ai l'habitude d'écrire ce genre d'histoire, je vais écrire ce genre d'histoire, bah, on va peut-être faire un livre qui va marcher, mais je ne conçois pas le métier d'écrivain comme ça. Pour moi, c'est la prise de risque. Donc, plus c'est, on va dire presque plus c'est difficile, plus ça m'attire. Et là, le sujet était vraiment très difficile parce que je ne savais pas si j'allais terminer ce livre, Pacifique. Et ça m'arrive souvent, en fait, de me dire, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir le terminer parce que c'était, ça me demandait beaucoup, beaucoup de travail. Et en même temps, parfois, le plus difficile, c'était de trouver l'incarnation, en fait, parce que tout ce qui était, on va dire, référence sur la guerre, etc., je pouvais l'avoir. Mais comment est-ce qu'on incarne un personnage quand on a tous ces éléments-là? Comment est-ce qu'on le trouve? Et là, je suis allée vers, on va dire, ce que je connaissais un petit peu, quoi. Donc, la vie de Mishima, en l'occurrence. En tout cas, c'est très réussi. Tu as bien fait de prendre ton temps et de trouver l'incarnation parfaite. C'est très réussi. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'abandonner justement l'écriture? Ah ouais. Oui, Et bien est-ce sûr. que tu auras envie de reprendre justement ce que tu as abandonné pour en refaire autre chose avec le recul ou pas du tout? Une fois que tu as abandonné, c'est à la poubelle, tu ne regardes plus. Non, non, il n'y a rien de systématique. Par exemple, Pacifique, je l'avais abandonné quand même. Ouais. C'est-à-dire que je l'avais laissé sans me dire que j'en voulais plus. Hein. Ça veut dire que je l'avais laissé de côté. J'étais partie sur des éloges de chats qui étaient des... Et j'avais écrit L'animal et son biographe entre-temps. Donc, non, je l'avais oublié. C'est l'animal en fait. En fait, les animaux t'ont rebasculé finalement sur un sujet. Peut-être que l'incarnation, elle vient de là, parce qu'on sait que tu es aussi un auteur engagé par rapport à la condition animale. Est-ce que justement, il n'y a pas un rapport? Est-ce que l'animal t'a pas fait rebondir sur l'incarnation de ce personnage-là, quelque part? Ah, peut-être que trop d'animal ou trop d'animaux, je ne sais pas comment dire, m'a poussé vers l'humain en fait, forcément, parce que je m'intéresse beaucoup à l'animal, mais je m'intéresse aussi beaucoup à l'homme. Heureusement que je ne fais pas ce choix. Ce serait comme si je disais je m'intéresse qu'aux femmes ou qu'aux hommes, quoi. Ce serait un choix, enfin une décision absurde. Donc non, finalement cette histoire, je la voyais vraiment comme très très humaine, même si on rejoint la nature, et heureusement d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais oui, peut-être qu'au bout d'un moment, quand on a traité certains sujets, on a envie de revenir vers quelque chose de beaucoup plus humain, de plus particulier à l'humanité, quoi. Il y a Olivia qui rebondit en disant la question, c'est toujours de savoir est-ce que l'écrivain travaille en même temps et à quel moment elle a fait le choix de ne faire qu'écrire. Bon, c'est-à-dire que j'essayais toujours de travailler un petit peu à côté quand même, parce que ça fait plusieurs années que je dirige des ateliers d'écriture, etc. Donc en fait, j'essaie de faire des choses qui ont un rapport avec l'écriture. Donc j'essaie aussi de faire autre chose, par exemple de donner aux gens l'envie d'écrire ou de les accompagner dans l'écriture. Donc je ne dirais pas que je fais uniquement qu'écrire. D'abord, je lis beaucoup et c'est important. Et puis je fais des choses différentes, comme écrire des articles et surtout les ateliers d'écriture au collège, au lycée, parfois à l'université. Voilà, je ne me vois pas comme un écrivain qui ne fait qu'écrire. Surtout qu'il y a des moments où je n'écris pas pendant 6 mois. Hein, donc, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le sujet, je n'ai pas trouvé le roman qui suit. Et quand tu n'écris pas, c'est consacré à la documentation ou c'est la lecture ou toute autre chose complètement à la lecture, et puis voilà, parfois on attend longtemps. Hein, voilà, parfois on tâtonne. Ce qui est frustrant, c'est quand on a envie d'écrire, mais qu'on n'a pas encore trouvé sur quoi. Et donc voilà, c'est... Il y a Marie qui demande est-ce qu'un écrivain apprend en enseignant l'écriture? Moi, je ne sais pas. Ça, je pense pas. Mais après, ce sera uniquement ma propre expérience.
j'apprends des autres, mais je ne sais pas si faire écrire les autres m'apprend le métier, en fait. Je pense que le métier, ça se travaille, c'est comme de l'artisanat, ça se travaille, et au bout d'un moment, on commence à se perfectionner. Et puis, il faut toujours énormément lire, évidemment. Il faut toujours aussi beaucoup se remettre en question, mais pas trop, pour pas quand même ne plus douter totalement de soi, ferait qu'on arrêterait totalement d'écrire. Donc voilà, j'essaie d'avoir plutôt un point de vue critique sur ma propre écriture et me relire à chaque fois avec beaucoup d'exigence pour essayer justement de perfectionner ça. Non, mais ça m'apporte beaucoup de choses humainement, en revanche, les ateliers. Et là, tu es dans quel moment, en fait? Entre deux romans, tu as laissé Pacifique. Est-ce que tu as déjà décidé de repartir sur un autre ou tu es en latence, tu t'en profites pour faire un break? Ça passe quoi? Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit. Ça faisait plus de 6 mois. Donc, ça, je trouvais le temps long. Et il y a quelques mois, j'ai commencé, en fait, 2 manuscrits. C'est-à-dire, j'ai commencé un manuscrit, puis après, j'en ai commencé un autre. Et à tel point que je pensais écrire les 2 en même temps, mais je crois qu'il y en a un qui est en train de prendre le dessus. Voilà. Donc, c'est pas compliqué ça d'écrire 2 choses, 2 manuscrits en même temps? ça m'est jamais arrivé, mais je pense que c'était complètement timbré. C'était pas la peine. Après, on va dire que les écrivains sont timbrés, mais non. Ils explorent. Si ça arrive, vraiment, je félicite, parce que moi, j'aimerais bien, mais je crois que je n'aurais pas ce courage-là. Et qu'est-ce qu'elle lit, Stéphanie Hochet? Est-ce qu'elle a des auteurs qui l'ont embarquée, qui sont au top du top? Est-ce que tu as des gens comme ça, des auteurs? Oh là là, il y a eu tellement en fait de la littérature mondiale qui m'a formée. C'est à la fois les Russes, c'est à la fois les Italiens, c'est beaucoup les Anglais et surtout les Anglaises parce que j'ai beaucoup aimé les romancières anglaises. J'ai beaucoup aimé Virginia Woolf. Pourtant, on ne voit pas le point commun avec mon écriture. J'ai beaucoup aimé les sœurs Brontë. J'ai beaucoup aimé Yourcenar, qui travaille aussi beaucoup sur des sujets historiques, donc ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup aimé voilà, des auteurs du monde entier. Pavese en Italie. J'ai beaucoup aimé, les premiers écrivains que j'ai lus, ça a été Colette quand j'étais petite, et puis j'ai toujours un amour pour Colette. Je trouve que pouvoir réussir à écrire comme Colette, c'est une merveille, c'est juste une merveille. À l'adolescence, je lisais les Sherlock Holmes avec passion. J'ai adoré Le Seigneur des Anneaux. Voilà, j'adore le réalisme magique. J'adore Cortázar. Donc, je ne sais pas, peut-être que en fait, le côté très éclectique de mes lectures reflète peut-être ce que j'écris, du coup. Mais, puisque j'écris des choses assez variées. Mais je ne suis pas monomaniaque, en fait. Hein. Je pense que plein de choses se sont à prendre à droite à gauche et à essayer de réfléchir dessus pour éventuellement peut-être s'en inspirer un jour. Voilà, mais j'aime les écritures très travaillées quand même. C'est quelque chose quand même qui revient. Voilà, c'est pour ça que je parlais du Yourcenar. Je veux dire, on prend par exemple la première page du Coup de grâce, c'est juste, c'est d'une beauté, et puis c'est d'une musique, c'est juste la perfection, quoi. C'est la grande classe quand même. Et puis, il y a des auteurs comme ça qui ont un sens enfin, vraiment, on sent que chaque mot est choisi et chaque virgule est choisie. En fait, c'est vraiment comme ça que je pense écrire. C'est-à-dire que je pense que tout doit se justifier, en fait, dans l'écriture. La moindre virgule, tout. Tu écris à la main ou directement sur l'ordinateur? Alors non, j'écrivais à la main à une époque, à mes débuts, et je n'avais même pas d'ordinateur. Donc en fait, j'avais obtenu une machine à écrire électrique et je me tapais 3 mois de dactylographie de mes manuscrits. J'avais mal au dos après. Est-ce que tu as un premier lecteur et qui est, si ce n'est pas indiscret? Sans citer de nom, hein, dire si c'est quelqu'un de ton entourage ou pas, tu ne me cites pas de nom, mais juste savoir s'il y en a un ou pas. Oui, il y a quelqu'un qui me connaît et puis qui me suit. Enfin, alors je suis très très sélect, c'est-à-dire que ça va être très peu de personnes.
Donc, c'est des gens qui connaissent très bien la littérature. Et je dis des gens parce que maintenant, souvent, j'ai deux lectrices, en fait, c'est plutôt des femmes, dont une qui est Michel Gazier, qui a été mon éditrice pour Sang d'encre et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui réagit de façon très intelligente sur les textes. Et voilà, oui, après, c'est toujours vraiment très très peu de personnes parce que je ne vais pas m'éparpiller. Pour moi, le livre est comme un grand secret, en fait. Tant qu'il n'est pas donné au public, c'est vraiment quelque chose qu'on doit garder pour soi. On va en parler au minimum de personnes possible. C'est vraiment... c'est vraiment comme on va dire, mais c'est une image tellement éculée, hein. C'est comme une maternité, en fait. On ne sait pas de quoi ça va ressembler, etc. Mais, donc voilà, pour moi, le livre est un grand secret jusqu'au bout, en fait. Et il se passe quoi si, par exemple, la personne que tu viens de citer te dit que c'est pas bon, il y a un problème? Ça te fait changer complètement, ça te déstabilise ou pas du tout? Alors, généralement, ça ne se passe pas comme ça. En fait, j'ai extrapolé, hein, mais dans le sens, ça me... en fait, généralement, on me dit plutôt comment ça pourrait être amélioré, en fait. C'est ça le truc. Moi, je pense pas que tout un texte puisse être totalement nul, en fait. Donc, et je me méfie des gens qui pourraient me dire non, ça, tu le gardes dans ton tiroir. Ça, je trouverais ça d'une grande violence. Oui, c'est un peu violent. De toute façon, c'est un peu violent. Il y a des éditeurs comme ça. Toute critique doit être constructive, à mon avis. Oui, Marie demande, est-ce que les titres te viennent naturellement? Ah non, pas du tout. Sauf L'animal et son biographe que j'ai trouvé assez facilement. En fait, je l'ai trouvé en rédigeant un dialogue entre donc, le personnage de la romancière et le fameux maire qui est une espèce de gourou dans le Lot. C'est là qu'il l'a fait écrire sur une thématique qu'il a choisie pour elle. Et à un moment, il lui dit ici, ce n'est pas le biographe qui compte, c'est l'animal. Et en entendant ces mots, en fait, je me suis dit, tiens, ce serait un bon titre, L'animal et son biographe, en fait, de faire passer l'animal et son biographe. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis chez des amis, là, et on est allé voir Lascaux, et j'ai à chaque fois la même émotion, c'est-à-dire, ces hommes qui sont des grands artistes de la préhistoire ont décidé de représenter l'animal dans toute sa beauté, sa force, sa magie. Et l'être humain est quasi inexistant dans la grotte, il est vaguement évoqué avec une tête d'oiseau. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait traité les animaux comme des quasi-dieux et pour qu'aujourd'hui on les traite comme des quasi-machines ou des matériaux, En fait, c'est épouvantable ce qui s'est passé durant tout ce temps pour l'humanité. Enfin, c'est quand même une question que je me suis posée. Donc en fait, voilà, bon, ça c'était pour le petit interlude de l'animal et son biographe. Pacifique, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Il portait un autre titre et je sais que Michel Gazier n'était pas fan du premier titre et elle me l'a dit, donc elle a même été assez claire. Et en fait, au bout d'un certain temps, en fait, voilà, Pacifique est venu, surtout qu'il avait ce double sens, en fait, qui convenait très bien au livre. Mais les titres, on va dire que c'est presque un travail un peu particulier et même un travail à part. Et est-ce que Stéphanie Hocher a lu les livres de Jean-Luc Aubarbier? Oui, et j'adore. Je suis embarquée à chaque fois parce que c'est d'une érudition. Jean-Luc raconte des événements historiques que personne ne connaît et qui sont toujours fascinants. Donc, il va raconter des choses et qui se passent dans le monde entier, en fait. Et ça, là, je trouve ça super aussi parce que, voilà, est-ce que tu peux donner un titre de livre? Parce qu'on me pose la question, quels sont les titres? Alors, moi, pour les titres, je ne me souviendrai jamais, mais surtout là, en ce moment, si on me pose la question, il y en avait un qui se passe... En fait, oui, les chemins de Jean-Luc est là pour répondre. Mais il y en avait un qui se passe, Jean-Luc, aide-moi, en fait, tu sais, le lien entre les nazis et puis les groupes musulmans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le chemin de Jérusalem, oui. Ben voilà. Oui. Donc, j'avais trouvé.
Et tu as préfacé le complot de l'Aube dorée qui se passe. Voilà, et il y en a un qui se passe dans le territorial. Et c'est absolument génial parce qu'on voit arriver Oscar Wilde, on voit arriver, alors c'est Kipling. Voilà, Kipling, etc. Et puis, en fait, Jean-Luc est à l'aise. Il va parler des écrivains comme ça, il va raconter des aventures. C'est tellement crédible. Et on entre. En fait, c'est vraiment du très bon livre d'aventure. Et on découvre des choses fascinantes complètement. Donc, vraiment, lisez-le. Hein. Parfait. Et alors, est-ce que tu as un conseil lecture, outre les livres de Jean-Luc, est-ce que tu aurais un conseil lecture à donner, un livre que tu as lu récemment, par exemple, ou un livre qui t'a marqué? Là, comme c'est l'été, je suis en train de lire on va dire des classiques. Je suis en train de lire Les Racines du ciel de Gary, donc je pense que les gens connaissent. C'est très bien. Tout le monde ne l'a pas lu. Tout le monde ne l'a pas lu. Ouais. Non, mais il faut le lire pour s'interroger sur l'humanité et sur les éléphants. Pourquoi faut-il sauver les éléphants? Et la réponse de Gary est totalement prodigieuse et vertigineuse. En fait, qu'un grand écrivain comme ça se soit intéressé si tôt en fait, à la question de l'écologie, à la question de l'animal, qui est en fait une question qui le hante et qui vient un peu comme un contrepoint de toutes les horreurs humaines en fait. Et sinon, il y a le très beau livre qui va sortir bientôt, le livre de Sarah Chiche, qu'il faut absolument lire. Saturne. Qui s'appelle Saturne, voilà. Donc ça, c'est mon conseil pour l'été. Pour la rentrée littéraire. Bon, les gens peuvent lire Les Racines du ciel. Les Racines du ciel de Romain Et les livres de Jean-Luc, évidemment. Et les livres de Jean-Luc qui sont aux presses de la Cité, si j'ai bonne mémoire. Pas encore. Pas encore, celui-là, mais ouais. Est-ce que tu as un conseil lecture, Jean-Luc, à nous donner? Alors moi, j'ai choisi un livre extrêmement bien écrit qui raconte une belle histoire, mais un livre facile à lire pour l'été. C'est L'ombre de Rosemée de Corinne Javelot, qui est chez Calman Levy, donc qui est sorti en février, c'est un livre récent, qui se passe entre le Périgord et le Limousin. Donc il y a une belle aventure, une belle histoire de famille, avec aussi une mise en scène très, très, très classe de cette époque où apparaît la porcelaine à Limoges. Mais c'est vraiment une histoire, il y a une vraie aventure, une vraie histoire de famille. Alors voilà, pour passer un bon moment d'été, des livres agréables. Voilà, L'ombre de Rosemée, Corinne Javelot, chez Calman Levy. Alors moi, je vous ai ressorti un livre d'Émilie Frêche qui s'appelle Le film de Jackie Cuquier. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est très, très drôle. En fait, c'est l'histoire de Jackie Cuquier qui avait fait un premier film qui avait eu un succès phénoménal. Et puis là, depuis 20 ans, ça décline complètement. Donc, il passe sa vie à faire des tournées en France de clubs cinéphiles pour répondre à des questions. Et un jour, sa femme lui dit qu'elle veut quitter la France sur le champ parce qu'elle s'est fait traiter de sale juive. Donc, du coup, elle lui demande de partir à Palestine, mais à Palestine, au Texas. Et donc, du coup, à partir de là, il va se passer plein de choses rocambolesques. C'est vraiment une comédie incisive sur le choc des cultures. Je vous le conseille vraiment. En plus, la couverture est super. C'est chez Babel. Ça s'appelle Le film de Jackie Cuquier d'Émilie Frêche. Voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Je voulais te remercier, Stéphanie, d'être revenue nous voir après la première rencontre mémorable que tu avais fait. Mais il n'y avait pas eu d'enregistrement cette fois-ci. On l'a. Elle sera bien diffusée sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Elle va rester sur le direct Facebook. Merci Jean-Luc d'avoir été là avec nous pour interroger Stéphanie pendant plus de 30 minutes. C'était très agréable. Je vais vous souhaiter, alors pour tous les gens qui nous regardent, il faut absolument acheter le livre de Stéphanie Pacifique qui est sorti aux éditions Rivage. Vous pouvez aussi trouver les livres de Jean-Luc Aubarbier aux presses de la Cité dans toutes les librairies de France et de Navarre. Vous pouvez aussi utiliser notre site internet en cliquant sur la page de la rencontre de Stéphanie aujourd'hui. Il y a un petit bouton qui va directement sur les sites des librairies indépendantes. C'est très important. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bel été. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah oui, non, j'ai oublié, pardon. J'allais oublier. Ce week-end, il n'y a pas de rencontre. Par contre, on se retrouve à 19h, où il y aura une rencontre croisée en direct des États-Unis avec Jen Egland, qui va converser avec Tatiana de Ronet et nous aurons la chance d'avoir une librairie qui est à Washington. Donc ne ratez pas ce rendez-vous, ça sera lundi à 19h. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis au revoir et prenez bien soin de vous. Et bel été.